Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Lorsqu'on veut changer de métier, la question qui se pose très rapidement, c'est comment est-ce que je vais financer ma reconversion ? Et si on vous disait qu'il est possible de se reconvertir en s'absentant de son poste actuel pour suivre une formation dont le coût peut être pris en charge, tout en continuant à percevoir son salaire ? Comment ? Grâce à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et notamment au dispositif PTP, Projet de Transition Professionnelle. Vous pourrez ainsi sécuriser votre reconversion et changer de métier en toute sérénité. Et ce n'est pas tout, le secteur de la formation évolue constamment et de nouveaux dispositifs vont voir le jour cette année pour faciliter les reconversions tout en répondant aux besoins en recrutement des entreprises. Et pour accompagner ces reconversions, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine propose également une offre de services entièrement gratuite et adaptée avec des webinaires, des ateliers interactifs, des réunions d'information, des rendez-vous individuels selon la modalité qui vous convient, présentiel ou à distance. Alors que vous soyez salarié en phase de reconversion ou employeur, vous ne serez pas seul. Les équipes de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine seront présentes pour vous aider et faciliter toutes vos démarches. Vous découvrirez bientôt ici le témoignage de Philippe de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine et de Yannick, RH de la société Beneteau, qui nous expliqueront notamment les étapes de la mise en place de ces parcours de reconversion. Prenez dès maintenant contact avec Transition Pro Nouvelle-Aquitaine pour échanger sur votre projet professionnel et les possibilités de financement sur www.transition avec un S pro-na.fr, rubrique Nos services. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Claire Vivier, designer californienne, pour notre premier épisode en anglais doublé en français. Vous pouvez également retrouver la version anglaise de l'interview sur toutes nos plateformes. Après avoir été journaliste pour la télévision française avec son mari français, Claire a fondé Claire Vie, sa propre ligne de maroquinerie et accessoires, devenant une créatrice incontournable pour les fashionistas américaines. Basée à Los Angeles, Claire Vie, c'est un mélange entre le classique français et le branché californien depuis son lancement en 2008. C'est surtout 14 boutiques aux États-Unis et des collaborations avec des marques comme Anthropologie, Other Stories, Le Bon Marché et plus récemment Monoprix. J'ai rencontré Claire cet hiver à l'occasion du lancement de sa collaboration avec Monoprix et du lancement de son pop-up à Paris et elle a gentiment accepté mon invitation à revenir sur ses débuts et sur sa reconversion de journaliste à designer pour oser la reconversion. Claire nous raconte aujourd'hui comment elle a tout plaqué à 20 ans pour déménager à Paris, la ville de ses rêves, alors qu'elle ne parlait pas un mot de français et ne connaissait personne. Sa rencontre avec son mari journaliste, comment elle a commencé par coudre elle-même des pochettes pour son ordinateur pour ses voyages professionnels et comment c'est devenu la marque Claire Vie, ses conseils pour rester tendance dans l'industrie de la mode où tout va toujours très vite, sa vie à Los Angeles et ses rêves pour Claire Vie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Claire. Bonjour Claire Vie, bienvenue dans le podcast Oser la reconversion. Hello Claire Vie, je suis ravie d'être ici, merci de m'avoir invitée. Alors j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Claire Vivier, je vis à Los Angeles, je suis designer de sacs à main et de vêtements. Alors, ça n'a pas toujours été ta carrière parce que tu as commencé en tant que journaliste. C'est pour ça que tu es aujourd'hui ici pour nous raconter ta reconversion. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi tu as commencé en tant que journaliste et surtout comment tu as décidé d'étudier l'anglais ? J'ai commencé par étudier l'anglais à l'université de San Francisco parce que je pensais que j'allais devenir écrivain. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai écrit des articles pour le San Francisco Bay Guardian et le site web de la NBC par exemple.
Et donc après, j'ai déménagé en France. Et quand je suis rentrée aux États-Unis après la France, donc avec mon mari qui à l'époque, c'était mon copain, donc qui après est devenu mon mari, il était journaliste pour la télévision française et j'ai commencé par travailler avec lui. On faisait des reportages pour la télé française. Et pourquoi tu as décidé de déménager en France? J'avais toujours eu envie de vivre à Paris, c'était quelque chose que je voulais faire à la fin de mes études. Et est-ce que tu avais de la famille en France ou... Non, personne, j'avais personne. J'avais des numéros de téléphone d'amis d'amis. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai appelé ces amis d'amis. Et grâce à eux, je me suis fait d'autres amis. J'ai aussi trouvé un appartement et un job. Mais vraiment, je connaissais personne et je parlais pas du tout français. Oui, c'était fou parce que je pense que c'était beaucoup plus dur à ce moment-là de déménager sans connaître personne que maintenant. Mais oui, comment ça s'est passé? Oui, c'était beaucoup plus dur. Est-ce que c'était à cause d'une histoire d'amour ou qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, maintenant j'y vais? Non, je pense que c'était vraiment juste Paris. J'avais ce rêve d'y vivre parce que j'aime beaucoup la mode. Et Paris, c'est la capitale du monde de la mode. Donc, je voulais vraiment vivre là-bas pendant un très long moment. J'y étais jamais allée avant d'emménager. Et c'était vraiment un rêve. J'étais sûre que j'allais aimer Paris et je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Waouh! J'avais 24 ans quand je l'ai fait. C'est totalement fou. Et comment ta famille a réagi? Tout le monde pensait que c'était un peu fou, mais mes parents m'ont vraiment beaucoup encouragée. Ils m'ont toujours poussée à découvrir de nouvelles cultures et je suis sûre qu'ils étaient très angoissés, mais ils m'ont vraiment toujours encouragée. Oui, ils me soutenaient beaucoup, ouais. Et comment s'est passé ton déménagement en France? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Est-ce que c'était différent? Quand je suis arrivée la première fois, c'était vraiment très différent parce que on était en janvier, il faisait froid, il pleuvait, il faisait gris et je savais toujours pas où j'allais rester. Mais c'est vraiment une histoire marrante parce que vraiment quand on est jeune, on fait vraiment les choses les plus folles. Donc, je vivais à New York quelques temps avant de venir à Paris et j'ai trouvé une annonce pour un appartement à louer à Paris et j'ai appelé depuis New York. C'est un jeune homme qui m'a répondu et donc il m'a expliqué que ses parents louaient leur chambre de bonne à Paris et je me suis dit ok, je vais peut-être aller vivre là-bas. Donc j'ai pris le numéro de ses parents et ensuite le jeune homme que j'avais au téléphone m'a demandé mais est-ce que quelqu'un vient vous chercher? Est-ce que vous connaissez des gens en France? Et je lui ai répondu que non, je connaissais personne, que j'arrivais et il m'a dit peut-être que mes parents peuvent venir vous chercher à l'aéroport. Et je me suis dit mais ok, donc ce garçon que je viens juste de connaître d'une annonce, je crois que c'était dans l'Alliance française ou quelque chose du genre, envoie ses parents venir me chercher. Et ils sont vraiment venus avec un panneau Claire Guerrero, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore Claire Vivier. Et donc, ils m'ont conduit jusqu'à la chambre de bonne pour faire la visite. Et j'avais vraiment jamais vu un appartement aussi petit de ma vie. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des appartements si petits. Tu sais, la douche était dans la cuisine était minuscule, et je me suis dit, mais oh mon Dieu, j'étais choquée d'à quel point tout était petit dans cette chambre de bonne. Et je leur ai dit, vraiment, je suis désolée, mais je ne pense pas que je vais pouvoir vivre ici. Donc ces gens trop sympas qui venaient de me récupérer à l'aéroport, ils me disent, ok, mais où est-ce que vous voulez aller? Et je leur ai dit que je préférais aller dormir dans une auberge de jeunesse pour jeunes filles. Donc ils m'y ont emmenée et j'ai dormi pendant 24 heures. J'étais tellement choquée et déconcertée. Je me demandais ce que je venais d'avoir fait et que j'avais déménagé d'un autre pays. Et j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que j'avais pas de plan, que j'avais nulle part où rester. Et du coup, je suis restée à l'auberge de jeunesse pendant quelques jours.
Et quelques jours après, j'ai été invitée à une fête et c'est là-bas que j'ai trouvé un appartement grâce à une fille qui louait aussi une chambre de bonne, mais une beaucoup plus sympa. Et du coup, j'ai commencé à louer sa chambre de bonne quelques jours après être arrivée. C'est vraiment fou. C'est fou de s'imaginer déménager à cet âge sans connaître personne. Et il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, ouais, non. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé un travail facilement? Oui, à cette fête aussi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé d'aller à un restaurant qui s'appelle Tiffany's dans le 9e arrondissement et qui est toujours là. Donc c'est place Gustave Toudouze à Paris. Et c'est un petit restaurant qui fait aussi salon de thé anglais. Donc la dame qui travaillait, elle était un peu anglophone, elle aimait beaucoup les Américains et les Anglais qui travaillaient dans son salon de thé. Donc j'y suis allée et elle m'a répondu donc seulement en français. Et j'ai vraiment rien compris à ce qu'elle m'a dit, à part les mots. Enfin, je crois qu'elle avait dit mardi et midi. Elle a dû dire les mots mardi et midi. Donc j'ai compris mardi et midi et je me suis dit que je devais être là le mardi à midi. Donc je suis venue travailler le mardi à midi et j'ai eu le job. C'est vraiment dingue comme histoire parce que tu as étudié dans une université très réputée en Floride et ensuite tu as déménagé à Paris et tu commences comme serveuse. Ouais, non, j'étais en Californie, pas en Floride. Ah, ok. À l'université de San Francisco. Ah oui, ok, d'accord. Mais c'est vraiment fou parce que c'est tellement différent les deux mondes. Oui, c'était vraiment un choc. Mais je pense que quand on est jeune, on a moins peur, on est plus intrépide. Et je pense que malheureusement, on devient plus peureux quand on vieillit. Donc je pense que c'est bien de prendre des risques et de faire des choses un peu folles quand on est jeune. Je me suis inscrite à des cours de français à l'Alliance française pour apprendre un peu plus le français. Mais c'est vraiment de travailler dans ce restaurant qui m'a fait apprendre le français, vraiment d'être jetée, d'être sans filet et de devoir comprendre et parler français. J'ai aussi eu un stage dans une entreprise de production de documentaires qui s'appelait Les Films d'ici. Et j'étais chargée de répondre au téléphone, sauf que je ne parlais pas du tout français. Du coup, je disais, les films d'ici, bonjour. Et ils répondaient du genre, oui, bonjour, j'aimerais parler à Jean-Pierre, voilà. Et je me disais, ok, je crois que c'est pour Jean-Pierre. Et j'allais le chercher. J'adore cette histoire. Et comment tu te sentais à l'époque? Est-ce que ça t'est arrivé de regretter ta décision ou... Non, j'ai jamais vraiment regretté. Mais je pense que j'étais un peu... C'était surtout la météo à Paris qui était dure. C'était un peu déprimant parce qu'il pleuvait tout l'hiver et tout le printemps. Et j'étais toute seule, je vivais toute seule dans cette nouvelle ville, donc je me sentais un peu seule, oui. Mais je me suis fait des amis assez rapidement. J'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari quelques mois après mon arrivée. Ah, waouh! C'était le destin. Oui, ça doit être ça. Et alors, comment tu as commencé ton job à la télévision française, c'est ça? Oui, du coup, je travaillais avec mon mari, Thierry, qui est encore journaliste pour la télévision française. Et à l'époque, il produisait et tournait pour une chaîne de télé qui s'appelait The Computer Channel, mais en France. Et donc, on allait à la Silicon Valley et on tournait tous ces reportages donc, sur les nouvelles technologies parce que Internet venait juste d'arriver. Donc on allait voir toutes les entreprises comme Yahoo, PayPal, Comcast. Et c'était vraiment très intéressant d'apprendre ce qui est en train de se passer sur Internet et de se demander mais comment ces personnes allaient se faire de l'argent grâce à Internet et comment ces entreprises allaient marcher. Donc on fait ce programme autour de la technologie et petit à petit, je finis par travailler complètement avec lui. Pendant qu'il travaillait pour d'autres chaînes comme France 2, TF1 et France 24 par exemple. Ah,
Et ça te plaisait? J'aimais beaucoup quand on faisait des documentaires vraiment intéressants. J'aimais la technologie, les interviews. Mais je n'aimais pas forcément travailler avec mon mari et je crois qu'on n'était pas encore mariés à l'époque. Il me semble qu'on était juste en couple, qu'on vivait ensemble, mais on n'était pas encore mariés. Donc c'était un peu dur de travailler avec lui dans son domaine parce qu'au final, c'était surtout sa carrière à la télévision française et je me sentais toujours un peu à l'écart, j'aimais pas trop ça. Donc j'aimais pas vraiment ça, je voulais vraiment faire quelque chose moi-même. Et je voulais pour nous qu'on ne travaille plus ensemble. Est-ce que tu penses que vous travaillez de manière différente parce que tu es américaine et qu'il est français? Je pense que ça peut en faire partie, le fait qu'il soit français et que je sois américaine, parce que culturellement déjà c'est assez différent, mais je pense que c'est principalement nos personnalités. Il est très... Il aime beaucoup anticiper et préparer chaque détail et il est toujours inquiet à propos de tout. Alors que je suis beaucoup plus du genre à me laisser porter et à prendre sur le coup et j'avance au fur et à mesure et je fais le travail en même temps. Mais je ne suis pas autant stressée que lui l'est. Donc je pense que c'est vraiment nos personnalités qui jouent. Oui, toi, t'es la créative des deux. Oui. Je veux dire, il est vraiment très créatif aussi, c'est un bon photographe, il a un très bon œil, mais vraiment, je ne suis pas aussi stressée que lui. Et alors, c'est quoi ton histoire avec la mode? Comment ça a commencé? J'ai toujours aimé la mode. Depuis que j'étais petite, j'adorais m'habiller avec les habits de ma mère. J'allais dans son dressing pour trouver ses affaires et les essayer. Et quand j'étais à l'université, je me suis rendu compte que je me focalisais toujours sur la mode. J'écrivais toujours sur ce sujet. Quand j'ai eu mon diplôme, je voulais être journaliste et je voulais être journaliste mode. Je n'aurais jamais pensé que je pouvais devenir designer. J'ai pas été en école de design et je pensais toujours à quel point ça devait être dur de créer des vêtements et à quel point il fallait avoir fait une école de mode pour faire ça. Parce qu'il faut savoir tailler, faire les modèles et faire des vêtements qui vont aux gens. Mais je savais comment coudre. Je couds depuis que je suis petite et du coup j'ai commencé par me créer des sacs à main. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé et j'ai réalisé à quel point c'était excitant et à quel point j'aimais coudre des sacs. Vraiment, je restais jusqu'à tard dans la nuit pour les créer et j'ai commencé à penser que peut-être il y avait quelque chose à creuser, que peut-être je pouvais faire des sacs, devenir designer et créer ma propre entreprise. Et pourquoi tu penses qu'à ce moment-là, tu as choisi d'être une journaliste plutôt que d'être designer mode? Est-ce que tu penses que c'était parce que c'était plus sérieux pour tes parents? Peut-être, oui, peut-être. Je pense aussi que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très intellectuel à écrire sur la mode. Mais c'était aussi le fait de ne pas connaître grand-chose sur le monde de la mode. Parce que j'ai grandi dans le Minnesota et après j'ai déménagé à San Francisco, mais c'est pas du tout des capitales de mode. Tu rencontres pas des designers ou des gens qui travaillent dans ce milieu. Donc j'avais vraiment aucune expérience et j'imaginais pas que ça pouvait devenir une réalité pour moi. Oui, pour toi c'était que pour les autres. Et comment tu as décidé de lancer ta marque de mode? Est-ce que tu as commencé d'abord comme designer? Oui, j'ai commencé par créer des sacs à main et des pochettes pour ordinateur. C'était quand je travaillais encore avec mon mari pour la télévision française parce qu'on voyageait beaucoup et j'avais besoin d'une pochette pour mon ordinateur. Et vraiment, j'étais trop contente de fabriquer cette pochette. Et j'ai réalisé que j'étais plus excitée par le fait de fabriquer cette pochette plutôt que par le travail que je faisais avec mon mari. Donc, j'ai commencé par faire des sacs à main pour mes amis. Et ensuite, j'ai fait un site internet parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile d'en faire un. Et j'ai commencé à démarcher la presse. J'ai envoyé des mails à plein de rédacteurs de magazines de mode. Je continue vraiment tous les jours. J'allais en ville pour acheter les matériaux. Je rentrais à la maison, je cousais des sacs. Après, je prenais des nouvelles photos pour alimenter le site internet. Et un jour, j'ai aussi lancé un blog pour parler de ma vie à Los Angeles, de ma vie de jeune maman américaine mariée à un Français, et de comment j'avais lancé mon entreprise. Vraiment, tous les jours, je racontais ma vie sur ce blog, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à lancer mes entreprises à travers ce blog.
Et alors, pendant combien de temps t'as fait les deux en même temps? Être toujours journaliste avec ton mari et faire tes sacs? Je crois que c'était pendant quelques années seulement, même une année ou deux. Et donc après, je suis tombée enceinte et j'ai eu notre petit garçon. Quand il est né, je suis restée à la maison et j'ai été femme au foyer pendant 3 ans. Et je voulais pas vraiment retourner travailler pour la télévision française. C'était pas une bonne idée. Et j'avais commencé à créer des sacs et j'avais toujours ce rêve. J'ai même trouvé une usine à Los Angeles pour créer les sacs. Mais j'avais un peu abandonné l'idée quand je suis devenue maman. Et je me disais, oh, c'est juste un rêve, ça n'arrivera sûrement jamais. Mais vraiment, l'idée ne partait pas de ma tête et vraiment physiquement, je sentais la tristesse d'abandonner ce rêve. Et c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser que je voulais continuer parce que je n'arrivais pas à me dire, je ne vais plus jamais faire ça de ma vie. Donc j'ai fini par recommencer à coudre des sacs. Je suis retournée à l'usine avec laquelle je travaillais. Et vraiment, je leur ai dit, mais coucou, vous vous souvenez de moi? J'aimerais vraiment qu'on reprenne où on s'était arrêté. Et vraiment, heureusement, c'était une usine familiale. Ils étaient vraiment gentils. Et ils m'appréciaient beaucoup parce que comme je savais coudre et moi-même faire un produit, ils appréciaient vraiment le fait que je connaisse le processus de fabrication. Donc ça a vraiment été comme faire une école de mode, d'y aller tous les jours, d'apprendre sur la fabrication, les différentes manières de coudre et comment faire un produit. Et alors, depuis le tout début, en 2008, ta marque est produite exclusivement à Los Angeles. Et donc, est-ce que maintenant tu peux nous présenter ta marque Clairvy? Alors maintenant, on n'est plus seulement produit à Los Angeles. On produit aussi en Italie, au Bangladesh et en Inde. Mais à peu près 60% de nos collections sont encore produites à Los Angeles. Et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ta marque? C'est vraiment très coloré, tout ce que tu fais. Oui, l'essence de la marque, c'est vraiment les sacs à main. J'aime beaucoup dire que nos sacs à main sont classiques, mais avec un petit plus, et que le but, c'est vraiment de ne pas se prendre trop au sérieux. On veut vraiment créer des produits de bonne qualité, qui durent dans le temps, avec de beaux matériaux et qui font se sentir les femmes bien. Il y a vraiment quelque chose dans ces sacs qui les rend heureuses, qui leur font sentir qu'elles possèdent une pièce spéciale, vraiment unique, et qui fait tout leur look. Et je ne sais pas, je veux vraiment créer des choses qui font sourire les gens et qui les font se sentir bien. Oui, c'est vraiment un super cocktail entre la culture française et les vibes de Los Angeles. Oui, merci. J'essaie de faire des pièces classiques à la française, mais avec quelque chose en plus pour les rendre un peu moins sérieuses et toujours avec une touche californienne. On utilise aussi beaucoup de mots français sur nos t-shirts et nos pulls. Et on s'amuse vraiment avec différentes expressions. Pour moi, c'est beaucoup plus amusant d'écrire en français qu'en anglais, parce que nos expressions sont plus ennuyantes ou trop évidentes. Donc oui, c'est plus fun en français. Oui, comme bourgeoisie sauvage. Oui, j'ai créé cette expression bourgeoisie sauvage avec mon directeur artistique. On aime beaucoup tous les deux les lettres et la typographie et on adore voir comment les lettres marchent ensemble. Et on aimait beaucoup le mot bourgeoisie, rien que de voir comment les lettres s'assemblaient. C'est vraiment un très joli mot, mais on ne savait pas comment utiliser le mot bourgeoisie sans que ça sonne un peu hautain ou ennuyant. Donc on l'a un peu déformé et on s'est amusé avec pour que ce soit plus amusant. Donc j'ai réfléchi à cette phrase et je me suis arrêtée sur bourgeoisie sauvage et les mots marchaient très bien ensemble. Et depuis, c'est l'une des phrases qu'on utilise depuis maintenant déjà plusieurs années. Ça fait probablement déjà 10 ans qu'on a cette phrase. Oui, c'est super cool, vraiment j'adore. Et au final, tous mes collègues américains, ils me demandent tous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on traduit ça? Et c'est assez dur à traduire. Mais en même temps, j'ai vraiment eu l'impression que c'était la bonne expression pour notre marque et surtout notre collection. Et pour toutes les personnes qui veulent acheter du Clairvy, parce que c'est à la fois... Bourgeoisie, c'est à la fois accessible, mais c'est aussi une pièce de luxe. Donc il faut aimer ça. Mais il y a aussi quelque chose de décalé, quelque chose de sauvage aussi. Oui.
Et donc, les débuts ont été un petit peu compliqués, comme tu l'as dit. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa marque de mode? Quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je pense qui aurait été très intelligent à faire, ça aurait été de travailler pour une autre marque d'abord, Apprendre des autres. même en tant que stagiaire ou assistante. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup sur comment les entreprises sont gérées et sur tous les différents postes qui existent. J'ai vraiment appris chaque jour, à chaque étape. Et maintenant, ça fait 15 ans que je fais ça, donc je m'y connais plus. J'ai plus d'une centaine d'employés, ce qui représente pratiquement une grande entreprise. Mais ça aurait été quand même plus facile si j'avais eu une expérience dans le monde de la mode avant. Je pense que le meilleur conseil est vraiment juste de croire en soi-même et en son projet. Il faut vraiment croire qu'il y a une place pour ce projet que vous êtes en train de faire et que des personnes vont l'apprécier et que ça va leur plaire. Je pense que d'y croire chaque jour en soi-même et en son projet, même si c'est dur, c'est vraiment nécessaire. Oui. Et à quel moment tu as décidé de faire produire par une usine? Parce que je pense que beaucoup de personnes commencent comme toi toutes seules, en montant leur projet, elles vont coudre, parce qu'au début on n'a pas beaucoup de moyens. Mais à quel moment tu t'es dit, oui, là j'ai vraiment besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour me concentrer par exemple sur la communication, les autres choses? C'est quand même beaucoup d'argent à investir. Alors, est-ce que ça a été un déclic? À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai besoin de le faire de façon professionnelle? Oui, j'ai découvert très tôt mes limites sur ce que je pouvais faire, de quoi j'étais capable. Et même dans mes créations. Mes designs et mes envies étaient plus poussés que mes capacités à les réaliser. Donc je me suis dit, j'habite à Los Angeles, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises de production à Los Angeles. Alors j'y suis allée. Et j'ai commencé à demander à toutes les boutiques quels fournisseurs ils utilisaient, s'ils connaissaient des usines, surtout celles qui pouvaient faire des sacs. Et au bout d'un moment, quelqu'un m'a dit oui, je connais une usine. Et c'était vraiment parce que je savais que je voulais avoir mon entreprise et que je pouvais plus faire tous les sacs moi-même. Tu parlais du fait que c'était cher de faire produire, mais honnêtement pas trop. Pour moi, c'était plus cher de faire produire à l'étranger parce que je savais que la plupart des sacs étaient faits en Italie et en Asie. Et ça me semblait vraiment impossible pour moi. J'avais pas l'argent de lancer une entreprise où j'aurais souvent dû aller en Italie pour faire produire en Italie. Donc le fait d'avoir une production locale, ça a vraiment rendu le projet abordable pour moi. C'est aussi grâce à mes fournisseurs. Ils ne m'ont jamais contraint avec des quantités minimum de production, ce qui est toujours quelque chose de très effrayant dans le monde de la mode. À chaque fois qu'il y a un produit, une robe que tu veux créer ou un sac, l'usine va te dire « Ok, mais il me faut une commande d'un minimum de 50, 100 ou 300 pièces. » Et c'est quelque chose de très contraignant pour les jeunes designers parce que ça coûte cher. Et quand tu commences et que tu n'as pas vraiment de plan B, tu n'as pas l'argent pour faire comme ça. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de trouver mon usine de production parce qu'ils ne m'ont jamais donné de minimum. Ils me laissaient faire des petites commandes comme 5 sacs à la fois, par exemple. Ah oui. Et tu penses que ça existe toujours, ce type d'usine de production? Oui, bien sûr, il faut juste les trouver. En général, elles sont de plus petite taille, elles sont tenues par des familles. Et vraiment, elles le feront avec plaisir, surtout quand vous vous entendez bien avec elles et qu'elles croient en vous et votre projet. Et je pense que j'ai vraiment été chanceuse, surtout par rapport à la dame qui gérait l'usine, qui croyait en moi, qui m'appréciait. J'ai vraiment eu de la chance. C'est vraiment un beau souvenir. Et tu as dit que tu faisais ça depuis 16 ans. Alors, quel est ton conseil pour rester toujours au top, rester pertinente? Parce qu'on sait que c'est un milieu où ça évolue très 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 vite. Oui, en fait, je pense que si vous aimez la mode, si vous travaillez dans ce milieu parce que vous l'aimez,
c'est déjà un avantage parce que vous êtes déjà passionné, vous suivez ça et vous en faites déjà partie. Parce que quand vous portez ce que vous aimez et que vous la suivez sur des magazines, des sites internet, sur TikTok et sur Instagram, vous en êtes déjà passionné et vous vous tenez au courant. Donc je pense que si vous êtes obsédé et passionné par ça, que vous suivez les tendances et que vous pensez toujours à celles qui vont arriver, parce que c'est comme ça que vous vivez votre vie, je pense que quand vous lancez votre entreprise, le risque, c'est vraiment de devenir ringard et de continuer à toujours sortir la même chose. Je pense qu'il faut vraiment prêter attention à ses ventes, il faut faire attention à ce qui se vend le plus et ce qui plaît le plus aux gens. Et je pense que quand vous êtes une petite entreprise, c'est vraiment très important de rester alerte et de pouvoir être capable de changer rapidement. Vraiment, l'un des meilleurs conseils que j'ai reçus quand j'ai lancé mon entreprise, ça a été au tout début, quand les sacs avec beaucoup d'accessoires, comme le sac Balenciaga Trigger, étaient très populaires. Ils étaient très complexes, avec beaucoup d'ornements et des détails qui pendaient. Et à l'inverse, mes sacs étaient très simples. Comme ils étaient produits en Californie, je ne pouvais pas ajouter beaucoup d'ornements. Et le côté classique, c'était aussi mon style de l'époque. Et je me rappelle avoir dit à quelqu'un, je me demande si je ne devrais pas rajouter plus de détails à mes sacs. Et la dame à qui je parlais m'a répondu, non, vraiment tes sacs sont très beaux et ils te représentent toi. C'est ta voix, c'est toi. Et je me rappelle avoir pensé, mais c'est vrai, c'est qui je suis. Et vraiment rester fidèle à soi-même, c'est l'une des choses les plus importantes. Et c'est comme ça que vous trouverez un public. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter des tendances. Il faut aussi produire ce que vous aimez. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites, je pense que votre public vous trouvera et suivra ce que vous faites. Oui, je pense que c'est un équilibre à trouver entre rester qui on est et en même temps suivre les tendances. Et tu vis à Los Angeles la plupart du temps, même si tu viens à Paris. Tu viens à Paris souvent, non? Oui, nous avons une maison en France, dans la vallée de la Loire. Et est-ce que tu peux nous décrire une journée type pour toi, Claire-Vie? Oui, je vis avec mon mari à Los Angeles, on habite à Echo Park, et donc je me réveille, je vais dire pour une journée de travail. Je me réveille vers 6h30, je descends mes escaliers, je prépare mon café, et je vais dans mon jardin avec mes chiens. J'ai 2 petits chiens et je les sors dans le jardin, je passe du temps avec eux. Et ensuite, je rentre et je commence par checker mes mails. Je reste dans la cuisine avec mon ordi, je check mes mails. Et ensuite, je gère tout ce qui est informatique. Je me prépare ensuite pour le travail et je commence vers 8h30. Tout le monde arrive au bureau vers 9h. Ensuite, les réunions commencent et ces réunions, ça occupe beaucoup nos journées. Tu sais, les réunions de production, de design ou de marketing. Ensuite, tous les jours pour déjeuner, on prépare cette salade incroyable. Souvent, c'est Megan et Greta avec qui je travaille qui la font. Et c'est vraiment incroyable, c'est un moment de la journée que j'aime beaucoup. On est juste assises dans la cuisine, on mange ensemble et ensuite on retourne au travail. C'est une façon très française, non? Oui, je sais, c'est très français. C'est très français de déjeuner tous ensemble. Oui, c'est juste nous 3 en général. Bon, les autres mangent aussi dans la cuisine, mais... En tout cas, j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante qu'elle me fasse à déjeuner tous les midis. Parce que je suis tellement occupée que je ne pense jamais à déjeuner. Donc, je suis très heureuse que quelqu'un pense à me nourrir parce qu'ensuite, j'irai jusqu'à 18h. Et ensuite, s'il y en a un, je vais à un événement, par exemple un événement mode, j'y vais. Ou sinon, je rentre à la maison et je dîne avec mon mari. Mon mari cuisine très bien aussi, j'ai beaucoup de chance. Oui, c'est ça, pour le déjeuner et le dîner, on s'occupe de moi. Donc, tu es déjà très connue à Los Angeles et nous, on s'est rencontrés à Paris pour ta collaboration avec Monoprix. Et est-ce que tu comptes t'étendre un peu plus en France, par exemple, ou en Europe, ouvrir des boutiques? Parce que tu avais un pop-up à Paris, non? Oui. Et est-ce que tu penses ouvrir une boutique un peu plus permanente à Paris ou peut-être à Londres? Ah oui, bien sûr. On a 14 boutiques aux États-Unis. La 14e ouvre la semaine prochaine à Georgetown, à Washington et ensuite
Félicitations. Merci. On a aussi notre pop-up store à Paris qui ferme à la fin de cette année. Ça a été tellement super d'avoir une boutique ici. C'est vraiment un de mes rêves d'avoir une boutique permanente à Paris, ou même deux. Et aussi à Londres parce qu'on adore cette ville et on aimerait beaucoup continuer à s'étendre à l'international. Mais pour l'instant, c'est plus facile de continuer à s'étendre aux États-Unis avec la taille de notre équipe et la taille de l'entreprise. Il y a encore beaucoup d'autres villes aux États-Unis où on peut ouvrir des boutiques. Mais j'aimerais trouver des associés internationaux avec qui ouvrir à l'international parce que je pense que c'est une manière intelligente de le faire. J'ai déjà vu d'autres marques avoir des partenaires locaux qui ouvrent des boutiques pour ces marques. Oui, c'est plus facile parce qu'ils connaissent le marché. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que tu as déjà accompli énormément de choses, mais ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel? Mon plus grand rêve professionnel? Ah mon Dieu, enfin... Oui, tu peux en dire plusieurs hein, si tu veux. Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'on vient d'en parler, mais j'ai ce rêve énorme d'avoir une boutique permanente à Paris et ensuite d'en ouvrir une à Londres. Je serais tellement fière de ça. Mais je pense déjà à ce qu'on a accompli. On a aussi des objectifs chaque année et bien sûr qu'on aimerait les atteindre. Mais je veux vraiment aussi apprécier tout ce qu'on a déjà fait et le fait que j'aime toujours autant aller travailler tous les jours. J'adore les gens avec qui je travaille. Et aussi longtemps que je continuerai d'aimer tout ça et d'aimer les produits qu'on sort, pour moi c'est déjà une grande réussite. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'avoir ta propre marque de mode? Ce que j'apprécie le plus, je pense... Ah mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aime. J'adore concevoir un produit, j'adore le côté créatif. Et c'est vraiment la première chose pour moi. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai un peu moins le temps de faire parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à côté à gérer. Mais c'est vraiment ce vers quoi j'aime toujours revenir. J'adore créer avec mon équipe parce que j'adore les gens. Je suis la plus jeune d'une fratrie de 6 enfants, j'adore être entourée. J'adore l'environnement qu'on crée avec l'équipe et entendre le rire de mes collègues au bureau. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir me dire que j'ai créé quelque chose qui permet à des gens de travailler tout en aimant ce qu'ils font. J'adore aussi pouvoir voyager. C'est vraiment quelque chose que j'aime dans mon travail parce que non seulement je voyage pour le travail, mais je voyage aussi pour les associations avec lesquelles je travaille, comme Every Mother Counts. Et grâce à notre travail avec Clarvie, on a pu faire de nombreux dons à cette association qui aide les femmes qui viennent d'être mamans dans le monde. J'ai pu aller en Afrique, à Haïti, au Guatemala et en Inde, et à tous ces endroits où je n'aurais peut-être jamais pu aller. Donc oui, tout ça. Oui, ça fait beaucoup. Alors, la dernière question, c'est toujours la dernière question que je pose à la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'ai dit quelque chose tout à l'heure à ce sujet, mais à propos de rester fidèle à sa vision. Je ne sais pas, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça pour le meilleur conseil mode, parce qu'il y a tellement d'autres voies et de visions compétitrices. Je pense qu'on est très surstimulé. Être designer, ça donne souvent l'impression de ne pas donner assez ou de ne pas être assez, ou que tu ne fais pas assez de ci ou de ça. Donc je pense que le meilleur conseil est de rester fidèle à sa vision et de continuer à persévérer et produire les choses que vous aimez et que vous souhaitez faire et porter. Je pense que c'est le meilleur conseil. Oui, et peut-être de ne pas avoir peur de prendre des risques. Oui, personne ne me l'a jamais dit, mais je pense qu'en étant entrepreneur, vous devez être prêt à prendre des risques. Mais c'est ce que ça veut dire, oser. Oser, ça veut dire to dare. Oui, exactement. Le nom du podcast en français, ça veut dire oser changer sa carrière. Oui, je pense que vous devez oser. Vous devez prendre des risques. Surtout en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Vous devez vraiment le faire.
Merci beaucoup, Clairvy. J'ai vraiment été ravie de t'interviewer. Merci beaucoup pour tous tes conseils et surtout d'avoir partagé ton parcours avec nous. Merci, c'était très sympa de se revoir, Clairvy. Et j'adore ton prénom. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.